Dimanche 27 mars. Avant 7 heures, nous avions déjà pris le café, mais notre voiture n'arriva qu'à 8 heures. Enfin, nous partîmes. Depuis 3 siècles, la Méditerranée se retire de cette côte. Aussi, tout le pays entre Montpellier et Sète semble avoir été gagné sur la mer. La distance entre ces deux villes est de 20 milles environ. Vers midi, nous arrivions à Sète. Nous commandions notre dîner et pendant qu'on l'apprêtait, nous faisions l'ascension d'une haute colline qui abrite le port et commande une vue des plus étendues. On aperçoit la jonction du canal royal du Languedoc avec la Méditerranée. Les Pyrénées, frontières de l'Espagne, bornent l'horizon. Immédiatement au-dessous du rocher, la terre inculte a les ondulations de la mer. Mais partout ailleurs, elle produit du blé, de l'huile et des vins excellents. Le vin de Frontignan se fait à Sète. Le port, quoique petit, est commode, mais la ville m'a semblé comme une résidence, assez triste. Après nous être encore un peu promenés, nous remontions en voiture à 3h30 pour arriver chez nous à 8 heures, un peu fatigués, mais contents de notre excursion. Lundi 28 mars. À 11 heures, avec 2 de nos amis de Marseille venus nous rejoindre, nous allions d'abord à la place du Pérou et de là à la cathédrale, très ancienne et d'une architecture curieuse. Comme c'était lundi de Pâques, nous y trouvâmes une assistance nombreuse, écoutant un sermon dont nous ne pouvions entendre un mot, malgré le ton élevé du prédicateur, car nous n'avions pu pénétrer plus loin que la porte. Force fut donc de nous retirer. Mais en sortant, nous fûmes assaillis par une troupe de mendiants, tous plus déguenillés les uns que les autres. Nous allâmes ensuite voir quelques fontaines, certainement fort utiles aux habitants, mais qui ne valent pas la peine d'être décrites. Nous entrâmes dans un magasin, j'achetai un petit ruban noir, chacun de ces messieurs une paire de bas, et nous pûmes constater que le marchand ne se faisait aucun scrupule d'exploiter les étrangers et surtout les Anglais. Jeudi 31 mars. Après déjeuner, été au Jardin du Roi et au Jardin botanique. Le premier consiste surtout en un terrain bas, planté de rangées d'arbres toujours verts. Dans le second, on ne voit guère que des mauvaises herbes et des lauriers. Il y a une petite serre où rien ne frappe l'attention, sinon la négligence avec laquelle elle est tenue. Vendredi 1er avril. Presque tout le mois dernier, nous avons souffert du froid, mais la pluie de cette nuit a adouci le temps. Dans la matinée, M. Cradock fit quelques visites. À 1 heure, il revint m'accompagner chez Madame Delamarche. Enfin, vers 6 heures, nous allions à un concert au bénéfice de Madame Julien. La salle, moins vaste que celle de Marseille, est meilleure pour la musique. Une galerie, au fond de la salle, fait face à l'orchestre. Toutes les places, sans exception, sont de 24 sous par personne. La modicité de ce prix nous étonna d'autant plus que nous autres Anglais, nous sommes habitués à payer tous nos amusements très cher. Par cela même, nous craignions d'assister à un concert des plus inférieurs, mais nous fûmes agréablement surpris. La troupe se composait de 30 exécutants. Parmi eux, quelques-uns sont des artistes de mérite, particulièrement M. Billon, premier violon du duc d'Aiguillon. Guardini même ne le dépasse pas en sonorité ni en exécution. Madame Billon-Calvel a un talent remarquable sur le piano forte. Le sieur Caffrot nous a charmés avec le hautbois. Et monsieur et madame Ducaire sont d'excellents chanteurs. En somme, concert remarquable. À la sortie, nous trouvions le temps encore changé. Il soufflait un vent froid qui me donna mal aux dents. Dimanche 3 avril. Monsieur Cradock projeta de faire quelques excursions dans les montagnes du pays environnant. Il désirait m'emmener, mais comme je ne me soucie pas de grimper, je le priai de vouloir bien m'en dispenser. Il céda à ma demande. Après dîner, il commanda une voiture qui devait venir le chercher à 6 heures du matin. À 5 heures, nous allions à un concert donné cette fois au bénéfice de M. Billon, qui exécuta un délicieux concerto de sa composition. Il termina la soirée par un duo avec variations, joué par lui et M. Calvel sur le même violon, ce qui produisit un effet curieux. Lundi 4 avril. Le soleil se leva clair et brillant.
et M. Cradock partit à 6 heures. On eût dit que le temps se maintiendrait, mais vers 8 heures s'éleva un vent glacé. Aussi je résolus de rester au coin de mon feu. Vers 6h30 arriva madame Salz avec sa mère, son petit garçon et son chien. Ces dames, me disait-elle, venaient me tenir compagnie, supposant que je devais être triste de rester seule. À la vérité, malgré toute leur bonne volonté, leur société ne m'amusa guère. Elles parlaient beaucoup entre elles, et ne comprenant pas assez le français, je ne pouvais me mêler à leur conversation. Elles imaginèrent de faire chanter par l'enfant la chanson de Marlborough, qu'elle reprenait en chœur en refrain. Tout cela était peu divertissant. Mais ces dames avaient si bonne intention que je fus aussi aimable que possible, et je réussis si bien qu'en partant, elles me promirent de revenir. Mardi 5 avril. Je déjeunais à 8 heures. À midi, madame Delamarche m'écrivait un mot, m'invitant à aller ce soir au théâtre avec elle. Mais j'avais si mal aux dents que je refusais. À ma grande surprise, vers 5 heures, M. Cradock revint. Le froid l'avait empêché de poursuivre son voyage. Mercredi 6 avril. Aussitôt déjeuné, M. Cradock sortit lire les journaux, et à 11 heures, je rendis visite à madame Delamarche. De retour à 1 heure, je partais avec M. Cradock chez un marchand de chandelles et de bougies, voir la manière de blanchir la cire. Le chandelier et sa famille se montrèrent on ne peut plus complaisants, en nous expliquant les différentes opérations par lesquelles passe la cire avant de pouvoir l'utiliser. Dégagée complètement du miel, la cire brute s'envoie bien tassée dans de petits barils qu'il suffit de défoncer pour l'en retirer. On la met d'abord bouillir dans un chaudron à très petit feu, avec soin d'écumer. Quand elle est claire, on la transvase dans un autre chaudron. Cette opération doit se faire doucement, afin de ne pas entraîner les saletés déposées au fond du premier chaudron. Cette fois, on la fait bouillir à grand feu, et à mesure que la cire monte au-dessus, on la retire au moyen d'une petite écuelle, et on la verse peu à peu à travers un fin tamis sur un rouleau en bois, soutenu au milieu d'un profond baquet rempli d'eau froide, et que 2 femmes, chacune à un bout, font vivement tourner dans l'eau, de façon à ce que la cire, s'enlevant en flocons légers, s'éparpille au-dessus de l'eau. On la recueille alors, on la met dans d'énormes bourriches doublées d'étoffe claire, et on l'y laisse jusqu'à ce qu'elle soit bien égouttée. On l'étend ensuite sur des métiers tendus de grosses toiles, d'une largeur d'une aune environ, qu'on laisse exposer à l'air nuit et jour. De temps en temps, on retourne la cire, et lorsqu'elle est devenue d'un blanc de neige, ce qui se produit au bout d'une quinzaine, elle est bonne à employer. Mais pour faire des chandelles, on ajoute de la graisse de mouton ou de sanglier. Sans cela, nous expliqua le chandelier, la cire ne brûlerait pas bien, et les chandelles se casseraient. Après avoir remercié toute la famille de s'être mise si complaisamment à notre disposition, nous partîmes pour l'hôpital général, éloigné seulement d'un quart de mille de la ville. Ce bâtiment est vaste et commode. Une des ailes, divisée en quartiers, renferme les malades de l'un et l'autre sexe. Une autre, les vieillards et les infirmes qui y sont nourris et habillés. Une troisième est destinée aux enfants trouvés. De même que l'hôpital de la Charité, à Lyon, comprend la manufacture de soieries, ainsi celui de Montpellier comprend la manufacture de coton. On y emploie, jeunes ou vieux, tous ceux encore capables de travailler, quoique à l'hôpital. Nous parcourûmes les principales parties du bâtiment. Partout régnait l'ordre et la propreté. Une des salles qu'on nous fit traverser, réservée aux malades incurables, contient à peu près 100 lits. Chacun a son lit séparé. Quelques-uns de ces malheureux étaient mourants, mais bien soignés, et autant que possible on adoucissait leurs derniers moments. D'un côté de la salle se trouve un petit autel entouré d'une balustrade en bois. Soir et matin, on y dit la prière. Dans un corps de bâtiment complètement détaché du reste, on a établi une boulangerie. On y pétrit le pain, on l'y fait cuire et même on y moud le blé à l'aide de 2 moulins à main aisément maniables. Par l'ouverture d'un grenier placé juste au-dessus, le blé tombe directement dans les trémies des moulins. Nous goûtâmes du pain sortant du four. Il était excellent. Nous retournions dîner à 3 heures. Vendredi 8 avril.
Était vers 11 heures, nous asseoir au soleil près de la fontaine sur la place du Pérou. Puis nous promener jusqu'au pont Juvénal, sous lequel passe le canal servant au transport entre Montpellier et la mer. Nous y fûmes distraits par quelques marins qui, après avoir mangé et donné, il me sembla, bien maigre pitance à leurs chiens qui n'eurent guère que leurs assiettes vides à lécher, se mirent à chanter, à danser et à jouer comme de véritables enfants. Je rencontrai sur le bord du canal un rémouleur à qui je confiai mes ciseaux à repasser. Il fut très content, et moi aussi. Nous étions de retour à 2h30. Après notre dîner, ces dames sales arrivèrent. Sous prétexte de m'amuser, elles essayèrent de m'apprendre un jeu de cartes. Elles veulent être aimables, mais ne savent jamais s'en aller. Elles ne prirent congé de moi qu'à 8 heures. Samedi 9 avril. Après déjeuner, M. Cradock allait à la poissonnerie, moi à l'église. Et à 11 heures, nous partions ensemble faire une promenade à travers champs. Près d'une ferme, nous aperçûmes une grande quantité de cages, plusieurs renfermant des oiseaux, au milieu de filets tendus à terre. Le maître de la ferme nous expliqua que cet appareil servait à attraper des ortolans, oiseaux de passage venant spécialement des Antilles et de la côte d'Afrique, et traversant le midi de la France en avril jusqu'à la fin de mai, mais jamais plus tard. Ils se prennent dans les filets près desquels on attache des oiseaux par une ficelle à un bâton afin de les attirer. Le fermier nous assura en avoir pris ainsi jusqu'à 600 l'année dernière. À leur arrivée, ils sont maigres, mais on les engraisse dans des cages. Comme grosseur et comme plumage, les ortolans ressemblent assez à la grive. Ils sont fort recherchés, on les paie très cher, et ils se servent surtout sur la table des grands. Notre retour fut très agréable car non seulement nos yeux étaient charmés du paysage varié et de la vue de la mer, mais aussi les sons d'une musique de régiment faisant une répétition en plein chant parvenaient jusqu'à nous. Aussitôt rentrée, madame Sals arriva. Sa visite ne fut interrompue qu'au moment où on nous apporta le dîner, mais elle promit de revenir après. J'évitai ce grand empressement en allant, aussitôt mon repas fini, m'asseoir sous les arbres de la place du Pérou. Dimanche 10 avril. Monsieur Cradock s'habilla de bonne heure pour rendre quelques visites. À midi, j'allais à la messe militaire. Jamais dans aucun lieu de dévotion je n'en vis si peu, ni n'entendis autant de tapage. La foule, les enfants, les chiens, chacun faisait des bruits différents. Cette réunion semblait être bien plutôt un sujet d'amusement que de piété, et la musique militaire même, en n'exécutant que des airs d'opéra, des marches et des menuets, ajoutait à l'illusion. De retour, nous dînions à 2h30 et à 5h, nous gagnions le théâtre où se donnait un opéra tragi-comique. La musique est bonne, les acteurs bons et les costumes élégants, surtout ceux des femmes. La seconde pièce, Mirza, était une sorte de grand ballet pantomime, sans décor, entremêlé de musique et de danse. Il débute par un morceau de harpe joué sur la scène par une jeune fille. Celle-ci n'a pas plus tôt fini qu'elle se met à danser le menuet de la cour avec un danseur. D'autres se joignent bientôt à eux. Ensuite commence une marche et des danses guerrières françaises, suivies d'une marche et de danses africaines, les uns et les autres dansant selon la mode du pays. La danse du chef africain fut fort applaudie. Enfin, il y a un combat simulé entre les deux parties, et le tout se termine par un chœur général de danse. Ce ballet, bien conduit et majestueusement exécuté, eut le plus grand succès. Pour ma part, je pense n'avoir rien vu de mieux dans ce genre. Le théâtre est assez grand, mais mal éclairé, et le public plus tapageur que partout ailleurs. Nous étions de retour à 9h pour souper. Vendredi 15 avril. Fort mauvaise nuit. Avec les chaleurs, les punaises ont fait leur apparition et ne m'ont laissé aucun repos. Samedi 16 avril. Monsieur Cradock m'a présenté monsieur Divernois, qui a offert de m'accompagner demain à l'Assemblée protestante. Était faire quelques achats avec madame de la Marche et à 4h au théâtre dans la loge de l'intendant. Dimanche 17 avril. Monsieur Divernois est arrivé à 9h et aussitôt déjeuné, il m'a conduite à l'Assemblée. La religion protestante n'étant pas reconnue par l'État,
Les fidèles n'ont pas d'église proprement dite, mais se réunissent dans une grange peu éloignée de la ville. Cette grange n'a qu'un mur de côté où sont placés des bancs autour de la chaire. Un toit ne la couvre qu'à moitié. L'autre moitié est protégée par une simple toile. L'assistance se montait à près de 1000 personnes, et encore, m'assura-t-on, ce n'était qu'une petite assemblée, le nombre des protestants à Montpellier et aux environs se montant à plusieurs milliers. L'office se fait en français. Il n'y a pas d'orgue, mais les psaumes se chantent à l'unisson. Tout le monde paraissait très recueilli et je me joignis de grand cœur aux prières. Le trajet du retour eût été fort agréable sans une poussière qui nous aveuglait. Après dîner, nous fûmes à la cathédrale assister au Te Deum en l'honneur de l'heureuse délivrance de la reine qui a donné le jour à un prince créé aussitôt après sa naissance, duc de Normandie. L'église était bondée, mais à l'aide du Suisse et de quelques messieurs qui nous reconnurent comme étrangers, on nous procura de bonnes places. L'orchestre se composait d'un grand nombre de musiciens et l'on remarquait quelques belles voix parmi les chanteurs, mais le chant lui-même me parut assez terne et ne pouvait soutenir aucune comparaison avec le Te Deum de Handel. L'évêque, revêtu d'une chape tissée d'or et d'argent et assisté de 12 prêtres, donna la bénédiction. Puis, au son de l'orgue, une centaine de prêtres, tous en surplis, sortirent de l'église rangés 2 à 2, suivis des avocats, hommes de loi, etc., chacun dans leur costume distinctif. Les premiers en robe de velours noir, les seconds en satin noir, les autres en soie noire. Venaient ensuite les docteurs en médecine et enfin les étudiants en théologie, lettres ou sciences, groupés selon leur état. La foule des fidèles fermait la procession. Après la cérémonie à la cathédrale, tout le monde se dirigea, et nous avec les autres, vers l'esplanade où les militaires devaient faire des exercices à feu accompagnés de musique. Mais la poussière nous obligeait bientôt à partir et nous allions au théâtre où nous ne parvînmes à pénétrer qu'avec difficulté. La pièce qu'on y donnait, la fable d'Orgilio, assez insignifiante, nous ennuya. Nous fûmes rejoints par le gouverneur Pownall et le major Morrison, ces messieurs fort en train, surtout le premier. Nous revînmes à pied. Je trouvais les illuminations qu'on nous dit être remarquables plus qu'ordinaires. En général, une seule chandelle dans une lanterne de papier brûlait à chaque fenêtre. Du côté de l'hôtel de ville et près de la fontaine, quelques lampes. Pourtant, des gens ivres, ayant puisé trop abondamment aux tonneaux de vin disposés dans les rues, et des enfants se précipitant en se bousculant sur les dragées qu'on jette à pleine poignée dans les occasions semblables. On nous dit qu'il en avait été jeté 200 livres dans la soirée. Nous étions à la maison à 10 heures, un peu fatigués de nos différentes distractions. Mercredi 20 avril. M. Cradock venait de sortir à 11 heures faire des visites lorsqu'arrivèrent Mme Salz et sa mère. 1 heure après, parut M. Salz avec son petit garçon. Toute la famille ne me quitta qu'à 1 heure et j'avoue que j'en étais lasse, car avec les meilleures intentions du monde, ces dames me prennent un temps qu'elles ne peuvent me rendre. Ils étaient encore là quand revint M. Cradock, m'annonçant qu'il avait invité à dîner le père François, supérieur du couvent de la Merci, situé vis-à-vis de notre maison. Le père François a habité Barcelone et a séjourné assez longtemps en Angleterre. C'est un homme âgé, aimant à raconter et à converser. On discuta la question religieuse. Il nous parla des déceptions éprouvées dans sa vie, des contestations s'élevant parfois entre les frères de son couvent et des autres communautés, de sa douleur à la perte d'amis préférés, etc. Enfin, il nous tint à l'écouter jusqu'à 5h30, heure à laquelle je partis au théâtre avec madame Delamarche. M. Cradock vint nous rejoindre, mais la chaleur l'incommoda à un tel point qu'il n'attendit pas la fin. À 10 heures, j'étais chez moi, à souper. Jeudi 21 avril. À 11 heures, était chez madame Delamarche, puis dans une boutique, acheter de la soie pour tricoter des bourses. Tout cher, mais les gens très polis. Rencontrer M. Cradock et regarder ensemble un jardin français du plus mauvais goût. Revenu à la maison. Dîner à 3 heures. Ensuite, à la place du Pérou, lu pendant 1 heure. Rentré chez moi. À 6 heures, été au théâtre.
À 8 heures, pris du café. À 11 heures, couché. Samedi 23 avril. Déjeuner à 8 heures. Après dîner, était premièrement chez un confiseur, puis au théâtre où se donnait un très joli spectacle, Le Misanthrope de Molière et Le Devin du village de Rousseau. L'interprétation des deux pièces fut excellente, particulièrement celle du Devin. Madame Ducaire jouait le principal rôle et chanta merveilleusement. Vers 9 heures, nous rentrions souper avec monsieur Divernois qui nous accompagnait. Dimanche 24 avril. Nous n'avions pas achevé de dîner quand entra le père François, nous apportant du café fait par lui à la mode turque. Il était réellement délicieux. Nous lui en fîmes compliment, et ce bon père, tout à la fois heureux de son succès et de notre satisfaction, resta une demi-heure à causer avec nous. Était à l'opéra avec madame de la Marche et monsieur Divernois. Nous ne pûmes obtenir que des places d'amphithéâtre où ne vont jamais les dames de la société, excepté les dimanches soirs, quand la salle est généralement pleine. Cependant, ces places sont excellentes. On y entend et on y voit très bien. On jouait Iphigénie en Aulide de Gluck. Cette belle musique a été bien interprétée, les décors soignés et magnifiques, de sorte que nous revînmes à 9h30, très contents de notre soirée. Mardi 26 avril. Les punaises m'ont empêché de dormir et j'en ai été malade toute la journée. Après dîner, été me promener. Dans la soirée au théâtre, où je ne suis pas resté longtemps, ne me souciant guère de voir des acteurs assassiner une tragédie. Jeudi 28 avril. Le père François est entré causer avec nous pendant notre déjeuner, bien que me sentant mal à l'aise, été me promener au jardin du roi. Dimanche 1er mai. Souffrante depuis quelques jours, je me décidai à appeler un chirurgien pour me saigner. Il le fit très habilement, et aussitôt après, je me sentis soulagée. Mais dans la journée, je fus prise de faiblesse telle que je ne pouvais me lever de mon sofa sans perdre connaissance. Lundi 2 mai. Après une nuit plus calme et du repos, j'ai repris quelques forces, et me suis même levée. Visite de madame de la Marche, monsieur Divernois, madame Salz et du père François, qui sont tous venus s'informer de ma santé. Dimanche 8 mai. Été à midi à la messe militaire. Reçu des nouvelles désagréables. Aussi n'avais-je pas du tout l'esprit à la conversation, et je crois même avoir abrégé la visite que nous fit le père François à 2 heures. J'ai eu aussi grande envie de refuser une invitation de madame de la Marche. Mais après tout, j'ai pensé qu'il valait mieux me distraire de mes ennuis, et j'ai accepté. On a cependant remarqué mon air préoccupé, j'ai mis cela sur le compte de la chaleur. Couché à 11 heures, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Lundi 9 mai. Était ce matin à l'église. Appris avec plaisir la réussite de l'opération de la pierre faite à un monsieur dont on m'avait raconté les souffrances et recommandé ce matin même aux prières. Cette bonne nouvelle m'a distraite un peu des contrariétés éprouvées hier. Mardi 10 mai. Était à 11 heures chez madame de la Marche, où je retins pour le lendemain un dentiste réputé très adroit. Était ensuite avec elle faire quelques achats, puis chez un ébéniste voir différents modèles de marqueterie. Vers 7 heures du soir, était avec monsieur Cradock sur la place du Pérou. Soirée délicieuse. D'un côté, la lune se levait, brillante et calme, tandis que de l'autre, des éclairs sillonnaient l'horizon d'instant en instant, et au milieu de ce silence arrivaient les sons d'une flûte allemande, ajoutant encore ainsi au charme qui nous enveloppait. Mercredi 11 mai. À 9 heures, arriva le dentiste. Craignant que la présence de monsieur Cradock m'ôtât du courage, je le priai de se retirer. Il ne revint qu'à 1 heure, quand, à ma grande satisfaction, tout était terminé. Visite de monsieur Salz et de monsieur Divernois. Vendredi 13 mai. J'ai souffert hier presque toute la journée et me suis réveillé avec une fluxion. J'appelai donc de nouveau le dentiste, qui constata qu'une petite opération était nécessaire, après laquelle je me trouvais soulagé. Lundi 16 mai. La guérison que j'espérais ne s'est pas produite,
et j'ai encore été forcée de recourir au dentiste qui, cette fois j'espère, a bien fini. Madame de la Marche, toujours aimable, m'a apporté du chocolat fait chez elle. C'est presque la seule chose que j'ai pu manger. Aussi ai-je trouvé terriblement long le dîner auquel nous avions invité le père François, qui nous a tenus plus de 2 heures à table, ne s'interrompant de manger que pour parler avec force détails inutiles. Madame Salz est venue, mais n'est restée que peu de temps. Jeudi 19 mai. J'ai écrit à toutes mes sœurs, fait mes malles et fini mes achats, devant quitter Montpellier demain, car la famille qui nous a si libéralement confié sa maison doit y revenir. À 4 heures est arrivé le père François. Bientôt après, monsieur et madame de la Marche, avec lesquels nous allâmes faire un tour sur la place du Pérou. Je n'étais pas couché avant minuit. Vendredi 20 mai. Aussitôt déjeuner, nous nous préparions au départ. À 11 heures, monsieur Divernois venait nous faire sa visite d'adieu. Le père François nous apportait une lettre de recommandation pour le commandeur du couvent de la Merci à Toulouse, et une autre pour remettre à monsieur de Breteuil à notre retour à Paris. Enfin, madame de la Marche venait m'offrir comme souvenir un charmant portefeuille et 2 petits sacs à bonbons brodés par elle à mon intention. Elle resta 1 heure avec moi, je la remerciai de toutes les attentions qu'elle m'avait prodiguées, et nous nous quittâmes bien à regret de part et d'autre. Tandis que M. Cradock la reconduisait chez elle, M. Salz me fit une courte visite. À 2 heures, nous dînions. Après quoi, j'allai faire mes adieux à Madame Salz et à sa mère. Celle-ci, assez intéressée, ne perd jamais une occasion de demander. Elle me pria de lui envoyer une paire de lunettes à mon retour en Angleterre. Je répondis évasivement, prétextai mes derniers préparatifs afin de m'en aller au plus tôt, et sortis sur la place du Pérou, voir si nos chevaux arrivaient. Mais ces dames me rejoignirent, insistant pour me faire rentrer chez elles. Aussi ce fut avec un vrai plaisir que j'aperçus enfin les chevaux. Je pris donc alors définitivement congé d'elles, et quittai sans le moindre regret Montpellier, dont je n'aimais ni la ville ni la société, excepté madame de la Marche, qui s'était montrée si bonne et si affectueuse.